Le message arriva à 14h32 Greenwich, un mardi qui allait tout changer. L'amiral Sarah Chen sirotait sa troisième tasse de café lorsque la station relais quantique sur Luna se mit à hurler des alertes sur tous les écrans du centre de commandement. « Amiral, nous captons quelque chose sur le canal spatial lointain. » Le lieutenant Rodriguez lança d'une voix étranglée par la confusion. « Ce n'est pas d'origine humaine. » Sarah reposa sa tasse de café. En 23 ans de service militaire, elle n'avait jamais entendu ces mots. Le réseau de relais quantique spatial était le système de communication le plus avancé de l'humanité, capable d'établir un contact quasi instantané à travers des années-lumière. Seuls les humains étaient censés savoir s'en servir. « Affiche-le sur l'écran principal », ordonna-t-elle. L'écran holographique s'anima, affichant une image tridimensionnelle qui fit reculer tous les occupants de la pièce. La créature qui parlait était grande et mince, sa peau oscillant entre l'argent et le bleu. Ses yeux étaient d'un noir absolu, et lorsqu'il parlait, ses mots semblaient provenir d'un logiciel de traduction universelle d'une perfection telle que l'humanité ignorait jusqu'à son existence. À l'espèce dominante de la troisième planète de l'étoile que vous appelez âme, commença l'extraterrestre, sa voix empreinte d'une autorité qui avait régné sur des galaxies entières. « Je suis Zéphi, orbiteur de haut niveau du Conseil d'Hijgemani. Vous écouterez attentivement, car ce message ne sera envoyé qu'une seule fois. » Sarah sentit son sang se glacer. Autour du centre de commandement, les officiers interrompirent sur leurs activités et contemplèrent le spectacle incroyable du premier contact de l'humanité avec une vie extraterrestre. L'extraterrestre poursuivit, impassible. « Votre espèce a atteint un niveau de développement qui exige son intégration à l'hégémonie. Il ne s'agit pas d'une négociation, il ne s'agit pas d'un choix. Ceci est un fait avéré qui a déjà été communiqué à 417 espèces avant vous. » L'écran changea, affichant des images qui nouèrent l'estomac de Sarah. D'immenses vaisseaux, plus proches de la nature que de la machine, flottaient dans l'espace. Des planètes brûlaient sous l'effet d'armes qui retournaient la matière contre son propre monde. Des cités de cristal et de métal s'effondrèrent, tandis que leurs habitants fuyaient, terrorisés. L'hégémonie règne depuis 12 millions d'années. Zéphi déclara : « Nous avons instauré l'ordre dans le chaos, la civilisation dans la barbarie et la paix dans la guerre à travers cette galaxie. Votre espèce se soumettra à notre autorité, démantèlera toutes ses forces militaires et acceptera d'être classée comme espèce cliente sous la protection de l'hégémonie. » Sarah serra les poings. Espèce cliente. Ces mots résonnèrent comme du poison dans son esprit. « Vous avez 72 heures pour signaler votre reddition totale, » poursuivit l'extraterrestre. « Transmettez votre acceptation sur cette même fréquence. Tout retard sera considéré comme un acte d'hostilité. Toute résistance sera anéantie, comme l'ont démontré les Vexei. » L'écran montrait une planète qui avait jadis été bleue et verte comme la Terre. À présent, c'était une sphère de verre, parfaitement lisse, reflétant la lumière des étoiles comme une bille. Sarah pouvait distinguer les contours des continents sous la surface, figés à jamais dans le cristal. « Leur crime fut de refuser notre généreuse offre d'intégration, » expliqua Zéphi sans le moindre regret. Ils croyaient que leur technologie cristalline les rendait supérieurs à l'hégémonie. Ils se trompaient. Ne commettez pas la même erreur. Le message se terminait par des coordonnées, indiquant que d'immenses vaisseaux se dirigeaient déjà vers les confins du système solaire. D'après les données, ils arriveraient dans exactement 72 heures. Un silence de 10 secondes s'installa dans le centre de commandement lunaire. Puis, tous les appareils de communication de la pièce se mirent à sonner simultanément, tandis que la nouvelle de la transmission se répandait sur les réseaux militaires terrestres. « Monsieur, » dit le lieutenant Rodriguez d'une voix à peine audible, « le commandement terrien demande un contact immédiat. » Il en allait de même pour les Nations Unies, les colonies martiennes et le consortium minier de la ceinture d'astéroïdes. Il s'interrompit, submergé par le flot d'appels.
Sarah leva la main pour demander le silence. Son esprit repassait en boucle les protocoles rédigés pour un jour, que tous espéraient ne jamais voir arriver. Le premier contact avec des extraterrestres hostiles. L'ennemi bénéficiait d'une supériorité technologique totale. Un ultimatum sans possibilité de négociation. Rodriguez a envoyé un message prioritaire alpha à tous les commandements, a-t-elle dit, surprise du calme de sa propre voix. Ordonnez-leur de mettre en œuvre immédiatement le blackout du protocole. Sans question, sans délai. Mise en œuvre complète dans l'heure. Madame, êtes-vous sûre de ce que signifie blackout du protocole? Je sais ce que cela signifie. Sarah l'interrompit. Elle se dirigea vers son terminal de communication personnelle et composa un code qu'elle avait mémorisé 15 ans auparavant, sans jamais penser l'utiliser. Ses doigts se déplaçaient automatiquement sur le clavier à cryptage quantique, envoyant un message qui atteindrait toutes les installations militaires humaines, de la ceinture d'astéroïdes aux lunes de Saturne. Le message était simple. Le jour que nous avions préparé est arrivé. Protocole blackout exécuté. Ne rien leur montrer. Faites confiance au plan. L'humanité survit dans tout le système solaire. La réaction fut immédiate. Sur Terre, toutes les bases militaires furent plongées dans le noir. Les satellites de communication cessèrent d'émettre. Les gigantesques ascenseurs spatiaux reliant la Terre à ses stations orbitales éteignirent leur lumière. Les colonies martiennes ont éteint leurs signaux de détresse. Les vaisseaux miniers de la ceinture d'astéroïdes ont coupé leurs moteurs et dérivé comme des épaves. Pour un observateur extérieur, l'humanité aurait l'air paniquée, sa civilisation s'effondrant sous le poids de l'ultimatum extraterrestre. Les vaisseaux sembleraient fuir de manière anarchique. Les communications seraient coupées. Les forces militaires sembleraient dispersées et désorganisées. Mais Sarah savait mieux que quiconque. Elle avait participé à la rédaction du protocole Blackout durant ses premières années comme officier de renseignement, à l'époque où les stations de surveillance spatiale avaient détecté la destruction systématique des civilisations dans les systèmes stellaires voisins. Ce protocole n'était pas une invitation à la panique, mais à la préparation. James Okafor apparut sur son écran personnel, appelant depuis son laboratoire secret de la ceinture Keeper. L'homme qui avait conçu la réponse de l'humanité à cette situation précise semblait fatigué mais déterminé. « Sarah, le message a été diffusé sur tous les sites, dit-il. L'activation se déroule comme prévu. Les fonderies sont en marche. Les chantiers navals abandonnent leur camouflage et nos ressources se mettent en position. Combien de temps avons-nous? Demanda Sarah. 70 heures avant qu'ils n'exigent notre reddition, répondit James. Mais nos éclaireurs indiquent que leurs forces avancées seront en position d'attaquer dans 60 heures. Ils ne prennent aucun risque, acquiesça Sarah. Les extraterrestres pensaient avoir affaire à une autre espèce primitive qui s'effondrerait sous la pression. Ils ignoraient que l'humanité se préparait à ce moment depuis des décennies. Chaque exploitation minière du système solaire externe avait été conçue à double fin. Chaque station spatiale commerciale dissimulait des armes. Chaque astéroïde, en apparence anodin, avait été creusé et transformé en quelque chose que les extraterrestres ne verraient peut-être pas venir. « James, sommes-nous vraiment prêts à ça ?» demanda Sarah d'une voix douce. Le scientifique resta silencieux un instant. Puis sa voix porta le poids de l'avenir de l'humanité. « Sarah, ils ont conquis 3000 mondes en utilisant la même formule. La force écrasante, un ultimatum pour la reddition et la promesse de clémence pour ceux qui se soumettent immédiatement. Ça a toujours marché parce que chaque espèce qu'ils ont affrontée était isolée. » Il marqua une pause, fixant la caméra. Mais ils n'ont jamais affronté d'humains. Ils n'ont jamais affronté une espèce qui a passé 10 000 ans à perfectionner l'art de la guerre contre elle-même. Ils s'attendent à ce que nous nous agenouillions. Sarah sentit un sourire glacial se dessiner sur son visage. Que leur donnerons-nous à la place? Nous allons leur donner l'armada noire, dit James, et nous allons leur apprendre que certaines espèces ne s'agenouillant pas. Certaines espèces se battent.
La communication s'interrompit, laissant Sarah seule face au poids du commandement et à la certitude que la plus grande épreuve de l'humanité était sur le point de commencer. Par les hublots du commandement lunaire, la Terre scintillait dans l'espace comme un joyau bleu, paisible et magnifique. Dans 60 heures, cette paix prendrait fin à jamais. Le capitaine Tex Moll, du vaisseau éclaireur de l'hégémonie, contemplait la planète natale des humains à travers les capteurs perfectionnés de son vaisseau. Une vérité inévitable et une satisfaction intense l'envahissait. La planète primitive en contrebas réagissait exactement comme prévu. « Rapport », ordonna-t-il à son opérateur de capteur, un jeune Kutai dont l'échelle portait encore les couleurs vives de l'inexpérience. La signature électromagnétique de la troisième planète a diminué de 78%. L'opérateur rapporta. Leur réseau de communication semble défaillant. Nous détectons des transmissions sporadiques qui suggèrent une panique généralisée parmi les centres urbains. Les tentacules de Dexol se recourbèrent, amusés. 3000 mondes et tous réagirent de la même façon. D'abord l'incrédulité, puis la panique, puis la fuite désespérée d'une espèce réalisant son infériorité numérique. Les humains suivaient ce schéma et à la lettre. « Des signes d'organisation militaire ?» demanda-t-il. « Négatif, capitaine. » Leurs installations orbitales sont hors service. Nous suivons plusieurs vaisseaux fuyant vers les confins du système, mais leurs mouvements semblent aléatoires et désordonnés. Un comportement de retraite classique pour une espèce en déclin. Par le hublot, des Eximals aperçut les premiers éléments de la flotte Hijgemani approchant des limites du système stellaire humain. 12 vaisseaux biologiques, tous cultivés plutôt que construits. Leurs coques vivantes palpitaient sous la douce lueur de l'énergie contenue. La plus petite était plus grande que tout ce que les humains avaient jamais construit. Ce que Tex ne pouvait voir, c'étaient les 17 vaisseaux miniers qui dérivaient, morts, dans l'espace depuis 6 mois. Leurs équipages en hibernation, leurs coques recouvertes d'un matériau amortissant les ondes électromagnétiques, les rendant invisibles aux capteurs de l'hégémonie. Tandis que les vaisseaux éclaireurs extraterrestres prenaient une position, des yeux humains observaient depuis l'intérieur de ces astéroïdes creux, enregistrant chaque détail de la technologie et des tactiques de l'hégémonie. Au cœur de la ceinture de Kuiper, le docteur James Okafor se tenait dans ce qui ressemblait à une station de recherche classique, étudiant la formation de glace sur des comètes lointaines. Les archives publiques de l'installation la décrivaient comme un petit avant-poste scientifique avec un équipage de 12 personnes. La réalité était tout autre. « Mettez les fonderies en marche !» ordonna James. L'astéroïde autour de lui frémit lorsque d'énormes machines s'animèrent pour la première fois. Ce qui semblait être un bloc de glace et de roches naturelles était en réalité une coquille creuse, abritant l'une des installations de production les plus avancées jamais construites par l'humanité. Des installations similaires, disséminées dans tout le système solaire, entamèrent en leur séquence d'activation, abandonnant leur camouflage et révélant leur véritable nature. La station Darwin était censée étudier les lunes de Jupiter depuis 8 ans. Elena Vasquez avait publié des dizaines d'articles sur la composition atmosphérique et les interactions du champ magnétique. Ce qu'elle n'avait pas publié, c'est que le véritable objectif de la station était de tester des armes conçues spécifiquement pour le combat spatial. « Tous les systèmes sont opérationnels », a-t-elle rapporté à James via un canal crypté quantique. Les lanceurs de masse sont prêts et les réseaux de faisceaux de particules sont pleinement chargés. Les vaisseaux de l'hégémonie ignorent notre existence. Confirmé. Elena, restez en position jusqu'au signal. Des rapports similaires nous parviennent de tout le système solaire. Le consortium minier Hermès extrayait des métaux rares de la ceinture d'astéroïdes depuis 15 ans. Leurs vaisseaux miniers révélèrent alors des blindages et des systèmes d'armement dissimulés sous des équipements de traitement du minerai. La plateforme de recherche du New Horizon cessa d'étudier le rayonnement cosmique et commença à charger l'arme à énergie dirigée la plus puissante jamais créée par l'homme. Le commandant Alex Petra flottait en apesanteur à bord de ce que les registres officiels décrivaient comme un transport de marchandises nommé « voyage paisible ».
Le vaisseau transportait des provisions entre la Terre et Mars depuis 3 ans, effectuant des trajets réguliers qui le faisaient passer pour un vaisseau civil inoffensif. Les éclaireurs Hijgemani l'avaient classé comme une unité non menaçante et l'avaient complètement ignoré. Ils ignoraient tout de la puissance de feu suffisante pour raser une ville dissimulée sous les soutes, et du fait que l'équipage d'Alex était composé des pilotes militaires les plus expérimentés de l'humanité, opérant sous de fausses identités. Monsieur, nous recevons les codes d'activation, rapporta le lieutenant Kim Santos, officiellement spécialiste du fret, mais en réalité formé aux opérations de combat en zone zéro. Tous postes, préparez-vous à la révélation. Ceci n'est pas un exercice. Sur Luna, l'amiral Sarah Chen observa les forces Hijgemoni se positionner, exactement là où les stratèges militaires humains l'avaient prédit. Les extraterrestres suivaient les protocoles habituels, prenant des positions qui leur permettraient de contrôler toutes les principales voies de navigation, tout en démontrant leur puissance écrasante à la population humaine en contrebas. Madame, nous recevons des rapports de toutes les installations cachées, rapporta le lieutenant Rodriguez. Tout est opérationnel et prêt. L'armada noire est prête à être déployée. Sarah acquiesça, consciente du poids de l'instant. Pendant 30 ans, les meilleurs scientifiques, ingénieurs et stratèges militaires de l'humanité avaient œuvré en secret pour préparer ce jour. Ils avaient étudié chaque renseignement recueilli grâce à la surveillance spatiale, analysé les civilisations détruites laissées par l'hégémonie, et conçu des armes et des tactiques spécifiquement adaptées à la lutte contre un ennemi doté d'une technologie supérieure. L'idée clé provenait de l'étude des conflits humains historiques. À maintes reprises, des forces technologiquement supérieures avaient été vaincues par des adversaires qui comprenaient que la technologie ne servait à rien si on ne savait pas l'utiliser efficacement. Les Hijgemani, forts de leur victoire facile, s'étaient laissés aller à la suffisance. Ils pensaient que leur simple présence suffirait à briser le moral de l'ennemi. Ils n'avaient jamais affronté d'adversaires cherchant à les mettre en confiance et à les dominer. Le capitaine Texmol examinait son rapport préliminaire lorsque son opérateur de capteur déclencha soudain une alarme. « Capitaine, je détecte des signatures énergétiques provenant du système extérieur. Plusieurs sources s'activent simultanément. Sans doute leurs colonies extérieures qui tentent d'établir le contact avec la planète mère, répondit Texmol d'un ton dédaigneux. Poursuivez la surveillance. Ce que les capteurs de l'hégémonie détectaient comme des tentatives de communication étaient en réalité les prémices de l'opération militaire la plus coordonnée de l'histoire de l'humanité. À travers le système solaire, des installations dissimulées, camouflées, en stations de recherche, exploitations minières et complexes commerciaux commencèrent à révéler leur véritable nature. L'astéroïde. Denenan Sasentasa 57 KT, étudié par des xénogéologues depuis 5 ans, s'ouvrit soudainement comme une fleur, révélant un chantier naval abritant des vaisseaux construits dans le plus grand secret. La station de recherche atmosphérique Titan cessa d'étudier la lune de Saturne et commença à lancer des chasseurs stockés dans des hangars souterrains. Le docteur James Okafor sourit en voyant l'œuvre de sa vie se concrétiser. Les Hijgemani pensaient avoir affaire à une espèce planétaire ordinaire, confinée à son système d'origine et limitée par les lois de la physique des voyages spatiaux, conventionnels. Ils ignoraient tout des constructions secrètes menées par l'humanité depuis des décennies et du fait que chaque installation en apparence anodine de leur système stellaire faisait en réalité partie d'un vaste réseau militaire conçu dans un seul but: inverser les rôles et transformer le chasseur en proie. Rapport de toutes les stations, ordonna-t-il. Les réponses affluèrent. À travers tout le système solaire, des chantiers navals secrets lançaient leur première vague de chasseurs. Des plateformes d'armement ciblaient les vaisseaux éclaireurs de l'hégémonie. Plus importante encore, le piège était prêt à se refermer. Toutes les stations, signalez-vous. Prêt, annonça James à l'amiral Chen. L'armada noire est entièrement déployée.
et attend vos ordres. » Sarah observa l'écran tactique affichant les forces hégémoniques. Confiants dans leur position supérieure, ils ignoraient totalement qu'ils étaient encerclés par un ennemi invisible. Dans 12 heures, les extraterrestres s'attendraient à recevoir la reddition de l'humanité. Au lieu de cela, ils allaient découvrir que certaines espèces ne se rendent pas. Certaines espèces ripostent, d'autres se préparent à la guerre depuis le jour où elles ont appris qu'elles n'étaient pas seules dans l'univers. Le délai de 72 heures s'écoula à 14h32 précise. À Greenwich, le capitaine Teximal attendait sur le pont de la vérité inéluctable, ses tentacules tambourinant contre son fauteuil de commandement dans l'attente. Le monde natal des humains se dressait devant eux, silencieux et obscur. Aucune transmission de reddition n'était parvenue, ni appel à la clémence, ni tentative désespérée de négociation. « Procédure habituelle », annonça-t-il à sa flotte. Ils ont choisi l'élimination plutôt que l'intégration, commençait l'approche du système interne. Nous allons vitrifier leur monde d'origine et passer au secteur suivant. Les 12 vaisseaux bio-organiques Hijgemani entamèrent leur progression. Leur coque vivante palpitait d'énergie contenue. Chaque vaisseau était une œuvre d'art, fruit de siècles de développement et guidé par une technologie qui avait conquis une galaxie. Leurs armes pouvaient fissurer des planètes. Leurs boucliers pouvaient dévier toute force connue. Ils avançaient avec l'assurance de ceux qui n'avaient jamais connu la défaite. Cette assurance dura exactement 47 minutes. L'attaque déferla de toutes parts à la fois. Ce que l'hégémonie avait pris pour des astéroïdes inertes s'embrasa soudain, leur moteur crachant des flammes. L'espace lui-même sembla s'animer lorsque des vaisseaux humains camouflés déployèrent leur champ de furtivité et révélèrent leur véritable nature. Le vaisseau minier Rêve du prospecteur révéla sa véritable identité. Le croiseur lourd Châtiment. La plateforme de recherche Explorateur spatial profond déploya des arsenaux dissimulés dans de faux équipements scientifiques. La voix du commandant Alex Petrov retentit sur la fréquence tactique. Toutes les unités, ici le chef du Blackbird, exécutez l'opération Tonnerre. Montrez à ces extraterrestres ce qui arrive lorsqu'ils menacent la Terre. Son vaisseau, l'ancien cargo Peaceful Journey, révéla sa véritable identité. Le destroyer furtif Shadow Strike, accompagné de 17 autres appareils qui se faisaient passer pour des vaisseaux civils. L'escadron d'Alex attaqua la formation Hijgemani par derrière, leurs armes se chargeant, à une vitesse que les extraterrestres jugeaient inimaginable. Le capitaine Teximol fixait ses écrans avec horreur, tandis que ses capteurs enregistraient des contacts anormaux. « D'où viennent ces vaisseaux ?» demanda-t-il. « Nos analyses n'ont révélé aucune présence militaire. » Sous le choc, l'opérateur de capteurs était sidéré. « Capitaine, nous détectons d'importantes signatures énergétiques dans tout le système. Des vaisseaux apparaissent de partout. » C'était comme s'ils étaient nés cachés à l'intérieur même des astéroïdes. Ils y étaient restés pendant des mois. Des équipages humains vivaient dans des roches creuses. Leurs vaisseaux étaient hors tension et leur système de survie fonctionnait au minimum. Ils attendaient en hibernation pendant que des éclaireurs cartographiaient le système. Invisibles aux capteurs qui recherchaient des vaisseaux actifs, plutôt que des astéroïdes modifiés. Le premier vaisseau mère hégémonique à périr fut l'Harmonie vivante, frappé par une attaque coordonnée de 6 vaisseaux humains. Les boucliers énergétiques extraterrestres, conçus pour dévier les armes à énergie, se révélèrent inefficaces face à des projectiles solides accélérés à des vitesses relativistes. Des véhicules de destruction cinétique. En gros, des poteaux téléphoniques en uranium appauvris, accélérés à une fraction significative de la vitesse de la lumière, ont transpercé la coque du vaisseau biologique comme des balles dans du papier. « Impossible !» hurla Texal en voyant l'harmonie vivante se briser. « Leur technologie est primitive. Leurs armes ne devraient pas pouvoir pénétrer nos boucliers. » Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que les humains étudiaient la technologie hégémonique depuis des décennies, grâce à l'observation de l'espace lointain. Ils savaient exactement comment fonctionnait
les boucliers extraterrestres et avaient conçu leurs armes spécifiquement pour les contrer. Les boucliers énergétiques étaient inutiles contre la matière solide, se déplaçant à une vitesse suffisamment élevée, et les humains étaient devenus très doués pour faire bouger les choses très vite. Elena Vasquez observait, depuis sa plateforme dissimulée près de Jupiter, la station Darwin révélait sa véritable nature. Ce qui semblait être un petit centre de recherche se déploya en une plateforme d'armement plus imposante que certains vaisseaux hégémoniques. Le canon à particules massifs qu'elle avait mis 8 ans à perfectionner verrouilla sa cible et fit feu. Le rayon frappa le vaisseau biologique, emporté par un léger courant, et le consuma entièrement. Conçu pour se régénérer après des dégâts d'armes classiques, le vaisseau extraterrestre ne put se réparer assez vite pour survivre à un tel trou dans ses systèmes vitaux. Cible éliminée, annonça Elena avec satisfaction. Rechargement en cours pour un second tir à travers le système. Le même scénario se répéta. Des installations humaines dissimulées se révélèrent et frappèrent avec des armes que les Hijgemani n'avaient jamais vues. Des canons à plasma projetaient des fragments de métal à des vitesses incroyables. Des missiles en essaim, capables d'apprendre de chaque impact, s'adaptaient aux contre-mesures extraterrestres. Mais le plus dévastateur était sans doute les drones de chasse qui poursuivaient les vaisseaux hégémanies endommagés à travers tout le système. Refusant de les laisser s'échapper ou se regrouper, le capitaine Maria Vulov mena la première vague de chasseurs humains lancés depuis les chantiers navals secrets. Son escadron de 30 vaisseaux avait été construit spécialement pour ce moment, conçu pour être rapide, maniable et redoutable. Contrairement aux élégants vaisseaux biologiques aux lignes courbes et aux dispositifs bioluminescents, les chasseurs humains étaient anguleux, sombres et conçus dans un seul but: anéantir toute menace dans l'espace. Visez le vaisseau amiral, ordonna-t-elle à ses pilotes. Coupez la tête et le corps mourra. Ces chasseurs fondirent sur l'inévitable vérité comme des guêpes enragées. Trop petits pour être efficacement ciblés par les armes principales du vaisseau, mais assez grands pour emporter des missiles dévastateurs, ils frappèrent le vaisseau amiral Hijgemani de tous côtés, leurs attaques coordonnées avec une précision inhumaine. Bexol sentit son vaisseau trembler sous l'impact des armes humaines. L'alarme retentit sur la passerelle, tandis que des systèmes qu'il croyait invulnérables commençaient à dysfonctionner. « Rapport des dégâts », exigea-t-il. « Brèche dans la coque sur 7 ponts », répondit son officier de contrôle des avaries, la terreur palpable dans sa voix. « Les humains utilisent une sorte de système d'armes adaptatif. Nos protocoles de régénération ne peuvent pas suivre le rythme des dégâts. » Comment est-ce possible? Ils sont censés être une espèce primitive. Ce que les petits n'avaient seulement pas compris, c'est que les humains étaient primitifs à certains égards. Ils n'avaient pas développé de prothèses bioniques, de boucliers énergétiques, ni de communication supraluminique. Mais ils avaient développé quelque chose que l'hégémonie avait oublié au cours de 12 millions d'années, de victoire facile, l'aptitude à tuer efficacement. Chaque arme humaine avait été conçue par des êtres qui avaient passé 10 000 ans à perfectionner l'art de la guerre contre leur propre espèce. Ils maîtrisaient la tactique, la stratégie et, surtout, la psychologie de leurs ennemis. Ils avaient étudié les tactiques de l'hégémonie, identifié ses faiblesses et bâti une doctrine militaire entière autour de leur exploitation. Le vaisseau biologique Eternal Peace tenta de fuir vers les limites du système. Son bâtiment d'habitation était irrémédiablement endommagé. Il n'y parvint pas. Le croiseur lourd Vengeance, commandé par Sarah Kim, le poursuivit sur 2 millions de kilomètres, contraint chacune de ses manœuvres d'évitement et réduisant lentement la distance qui le séparait de lui. Lorsque le vaisseau Hijgemani tomba en panne de courant, l'équipage de Sarah l'aborda et captura les survivants. « Nous avons besoin de prisonniers pour obtenir des renseignements », rapporta-t-elle à l'amiral Chen. « Et nous avons besoin de leur technologie. » C'était une situation inédite pour l'hégémonie. Les ennemis précédents avaient adopté une stratégie défensive, cherchant à protéger leur monde d'origine, jusqu'à pouvoir négocier leur reddition. Les humains, eux, chassaient. Ils poursuivaient les vaisseaux endommagés. Ils abordèrent les navires ennemis non pour secourir des survivants,
mais pour s'emparer de technologies et interroger des prisonniers. L'amiral Sarah Chen observait la bataille depuis le commandement Luna, coordonnant l'attaque avec une froide précision. Le déroulement tactique montrait des forces d'hégémonie dispersées et démoralisées. Leur formation fut brisée par des attaques venues de directions inconnues. « Rapport de situation », demanda-t-elle. 7 vaisseaux Hégémonie détruits, 3 capturés, 2 en fuite vers les confins du système. Le lieutenant Rodriguez rapporta. « Nos pertes sont minimes. Les extraterrestres n'ont pas le temps de s'adapter à nos tactiques. » Sarah acquiesça. Les Hégémonies s'attendaient à livrer une nouvelle bataille défensive contre une espèce terrifiée. Au lieu de cela, ils se retrouvaient face à un ennemi qui avait transformé leur propre système stellaire en arme. Chaque astéroïde pouvait dissimuler un vaisseau. Chaque débris spatial pouvait être une plateforme d'armement camouflée. Chaque station de recherche d'apparence innocente pouvait se révéler être une forteresse. Alors que les vaisseaux hégémoniques restants fuyaient vers les confins du système, les forces humaines les poursuivaient avec une efficacité implacable. Les extraterrestres étaient venus sur Terre en s'attendant à une reddition. Au lieu de cela, ils avaient appris que certaines espèces ne se soumettent pas. Certaines espèces ripostent, et certaines espèces se préparent à la guerre, depuis le jour où elles ont compris qu'elles n'étaient pas seules dans l'univers. L'Armada noire s'était levée, et les 12 millions d'années de conquête facile des Hégémonies venaient de prendre fin. Le grand arbitre Zephaï se tenait dans la salle centrale du Conseil des Hégémonies, sa peau bleue argentée trahissant confusion et incrédulité. Autour de lui, les représentants de 12 civilisations antiques observaient les démonstrations tactiques avec une horreur grandissante. « Expliquez-moi », dit Zéphi, sa voix empreinte de 12 millions d'années de conquête. « Comment une espèce primitive a-t-elle pu détruire 8 de nos vaisseaux et en capturer 3 autres en moins de 6 heures ?» Le haut coordinateur militaire du KH. Le général Vachto chercha ses mots. « Haut arbitre, leurs tactiques sont sans précédent. Ils ne combattent pas de manière défensive. Ils chassent. Lorsque nos vaisseaux tentent de battre en retraite et de se regrouper, des vaisseaux humains les poursuivent à travers tout le système. Comment ? Nos renseignements indiquaient qu'ils étaient confinés à leur système d'origine, équipés de fusées chimiques primitives. Ces renseignements étaient à interroger, monsieur. Ils construisent en secret depuis des décennies. Chaque astéroïde de leur système pourrait abriter des vaisseaux. Chaque station de recherche pouvait servir de plateforme d'armement. Ils avaient transformé leur système stellaire entier en forteresse. Et nous sommes tombés dedans. Les yeux noirs de Zephaï se fixèrent sur l'écran tactique, qui montrait les vestiges de ce qui avait été la force militaire la plus puissante de la galaxie. Montrez-moi comment ils combattent. L'hologramme diffusait les images du combat capturé par les vaisseaux Hégémonies en fuite. Zephaï vit des vaisseaux humains émerger de ce qui semblait être un espace désert. Leurs mouvements étaient d'une précision quasi mécanique. Contrairement aux vaisseaux biologiques gracieux qui dansaient dans l'espace tels des êtres vivants, les vaisseaux humains se déplaçaient comme des prédateurs, anguleux et conçus pour tuer. Ils utilisent des armes cinétiques, expliqua le général Vachto. Des projectiles solides accélérés à des vitesses relativistes. Nos boucliers énergétiques sont inefficaces contre eux. Et lorsque nous avons tenté de battre en retraite, ils nous ont poursuivis. Des vaisseaux humains ont traqué nos bâtiments endommagés sur des millions de kilomètres. Lorsque l'Eternal Peace fut à court d'énergie, ils l'abordèrent et capturèrent l'équipage. Non pas pour être secouru, grand arbitre, pour être interrogé. Zephaï ressentit une émotion qu'il n'avait jamais éprouvée en 3000 ans d'existence. La peur. Que veulent-ils de notre technologie ? Apprendre à nous tuer plus efficacement, monsieur. Pendant ce temps, dans l'espace jonché de débris autour de la Terre, l'Armada noire s'y employait. Le commandant Alex Petro flottait dans le centre de commandement du vaisseau, biologique capturé, le Gentle Current, observant des techniciens humains démanteler la technologie extraterrestre avec une efficacité impitoyable.
Rapport. Ordonna-t-il. Le docteur Lisa Chen, spécialiste en xénotechnologie, leva les yeux de l'équipement hégémonique qu'elle examinait, un appareil qui pulsait encore de motifs bioluminescents. Leurs vaisseaux sont incroyables, commandant. Coque autoréparatrice, système de communication à intrication quantique, armes capables de fissurer des planètes. Mais leur principal défaut réside dans leur arrogance. Toute leur doctrine militaire repose sur une supériorité technologique écrasante. N'ayant jamais rencontré de véritable résistance, ils n'ont jamais eu besoin de développer de tactiques efficaces. Leurs vaisseaux sont puissants, certes, mais prévisibles. Alex acquiesça. Cette prévisibilité avait été le plus grand atout de l'humanité. L'hégémonie combattait chaque ennemi de la même manière. Approcher le système, déployer une force écrasante et n'accepter que la reddition ou la destruction de la planète. Ils avaient employé les mêmes tactiques pendant 12 millions d'années, car elles avaient toujours fait leurs preuves. Mais les humains étaient différents. Les humains avaient sans passer 10 000 ans à combattre d'autres humains, des êtres tout aussi intelligents et ingénieux qu'eux. Ils maîtrisaient la tromperie, la désinformation et, surtout, ils savaient que tout ennemi pouvait être vaincu si l'on était prêt à en payer le prix. L'escadrille de chasseurs du capitaine Maria Vulkov illustrait ce principe dans la ceinture d'astéroïdes, où les deux derniers vaisseaux biologiques, Hijgemani, tentaient de se dissimuler parmi les rochers flottants. Les extraterrestres pensaient pouvoir utiliser les astéroïdes comme couverture, de la même manière qu'ils s'étaient cachés dans les nuages de gaz et les champs de débris lors de leur précédente campagne. Ils n'avaient pas prévu que des humains vivaient et travaillaient dans la ceinture d'astéroïdes depuis des décennies. Chaque roche était cartographiée, chaque courant gravitationnel était répertorié. Ce qui, pour l'hégémonie, ressemblait à des débris spatiaux aléatoires, était en réalité un environnement soigneusement contrôlé où les humains bénéficiaient de tous les avantages. « Escadron Blackbird, ici le chef Hawk », annonça Maria sur la fréquence tactique. La cible 27. Mark 8 se dissimule derrière l'astéroïde Roméo 7. Mais Roméo 7 n'est pas naturel. Il a été creusé et transformé en plateforme d'armement. Lorsque je la marquerai, Roméo 7 illuminera la cible comme un sapin de Noël. Le vaisseau Hijgemani. L'intégration pacifique pensait qu'il était à l'abri derrière un gros astéroïde. Sa coque bioluminescente est réduite au minimum. Le capitaine du vaisseau, Vie, informait ses supérieurs qu'ils avaient trouvé un endroit sûr pour attendre, les secours. Il était encore en transmission lorsque l'astéroïde s'embrasa soudainement de tirs d'armes. Ce qui semblait être un simple morceau de roche se révéla être une autre installation humaine, frappant le vaisseau biologique à bout portant, avec des armes conçues spécifiquement pour le combat rapproché. « Impossible !» hurla Tegvi tandis que la coque de son vaisseau commençait à se briser. Comment peuvent-ils être partout? La réponse était simple. Les humains se préparaient à cette guerre depuis 30 ans. Chaque exploitation minière avait été conçue à double fin. Chaque station de recherche recelait des armes dissimulées. Chaque élément d'infrastructure spatiale, en apparence anodin, avait été conçu pour anéantir les vaisseaux de l'hégémonie. Le docteur James Okafor supervisait la bataille depuis son centre de commandement dans la ceinture de Kuiper, coordonnant les activités des installations disséminées à travers le système solaire. L'affichage tactique montrait les forces humaines traquant méthodiquement les vaisseaux hégémoniques restants, les privant de toute possibilité de fuite ou de regroupement. Il demanda un rapport de situation à toutes les stations. Les réponses arrivèrent notamment de tout le système solaire. Les forces humaines avaient été pris le contrôle de toutes les principales routes maritimes. La technologie hégémonique capturée était analysée et rétro-ingénierée dans des centres de recherche secrets. Plus important encore, l'équipement de communication quantique des vaisseaux capturés était utilisé pour surveiller les communications militaires hégémoniques. Okafor fit son rapport à son officier de renseignement. « Nous interceptons des communications du Conseil d'hégémonie. Ils envoient des renforts, 3 flottes de combat complètes, soit plus de 100 vaisseaux. »
James sourit froidement. Qu'ils viennent, nous serons prêts. Les préparatifs avaient déjà commencé. Des chantiers navals humains, camouflés en opérations minières, travaillaient jour et nuit pour produire davantage de vaisseaux. La technologie hégémonique capturée était intégrée à de nouveaux systèmes d'armement. Plus important encore, les forces humaines apprenaient à penser comme leurs ennemis. L'amiral Sarah Chen reçut le rapport de renseignement sur Luna et commença immédiatement à planifier la prochaine action de l'humanité. Les Hijgemani pensaient avoir affaire à une espèce défensive qui tenterait de protéger sa planète natale. Ils ignoraient que les humains préparaient déjà une offensive en territoire ennemi. « Rodriguez, préparez une transmission à tous les commandements, ordonna-t-elle. Nous allons faire quelque chose d'inédit pour les Hijgemani. Nous allons les attaquer, madame. Depuis 12 millions d'années, les Hijgemani mènent inlassablement la même guerre. Ils arrivent, exigent la reddition, et soit ils se soumettent, soit ils s'y détruisent la planète. Ils n'ont jamais eu à défendre leur territoire, car personne n'a jamais pu riposter. Sarah se tourna vers l'écran tactique qui montrait les forces humaines dispersées dans tout le système solaire. Nous ne nous cachons plus, mais traquons activement les vestiges de la flotte hégémonique. Cela va bientôt changer. Nous n'attendrons pas qu'ils amènent d'autres vaisseaux sur Terre. Nous suivrons leurs survivants jusqu'à leur foyer et leur ferons comprendre ce que signifie être traqués. Le dernier vaisseau biologique hégémonique du système solaire, la sagesse éternelle, filait à toute vitesse vers les confins du système. Son équipage, désespéré d'atteindre le point de saut et de s'échapper vers l'espace hégémonique, y parvint presque. Le croiseur Lourd Vengeance, commandé par Sarah Kim, les intercepta juste au moment où ils atteignaient l'héliopause, la frontière entre le système solaire et l'espace interstellaire. Au lieu de simplement détruire le vaisseau en fuite, l'équipage de Kim désactiva ses moteurs et l'aborda, capturant les survivants et leurs renseignements. « C'est une vengeance contre le commandement de la flotte », rapporta Kim. « Nous avons récupéré les données de navigation du vaisseau. Nous savons comment atteindre l'espace Hijgemoni. » Le message qui parvint au Conseil Hijgemoni 3 jours plus tard était inattendu. Au lieu d'une supplique ou d'une tentative désespérée de négociation, ils reçurent un message sans précédent en 12 millions d'années de conquête. Une déclaration de guerre au Conseil Hijgemoni. La voix de l'amiral Sarah Chen parvint à travers leur propre réseau de communication quantique. Détourné par une technologie extraterrestre capturée. Vous avez ordonné à la Terre de se soumettre. Vous avez menacé nos enfants et notre avenir. Vous pensiez que votre technologie supérieure vous rendait invincible. L'image ne montrait pas une planète brisée implorant la pitié, mais une commandante militaire parlant depuis la passerelle d'un vaisseau de guerre. Vous aviez tort. L'humanité ne s'agenouille pas, l'humanité combat. Et maintenant, nous arrivons. La transmission s'acheva sur des coordonnées indiquant que des vaisseaux humains avaient déjà franchi les limites du système solaire. Pour la première fois de leur histoire, les chasseurs portaient dans la guerre dans l'espace hégémonique, et ils étaient devenus les proies. 6 mois après l'ultimatum qui était censé mener à la capitulation de l'humanité. L'amiral Sarah Chen se tenait sur la passerelle du cuirassé indomptable et contemplait l'espace Hijgemoni embrassé. L'immense vaisseau de guerre humain était suspendu dans le vide, au-dessus de ce qui avait jadis été le dépôt militaire le plus important de l'Hijgemoni, une station spatiale de la taille d'une petite lune qui avait coordonné la conquête de 1000 mondes. À présent, ce n'était plus qu'un nuage de débris, vestiges des armes que les extraterrestres ne comprenaient toujours pas. « Rapport de situation », demanda Sarah. Le commandant Alex Petro, désormais promu coordinateur tactique, étudia les écrans holographiques affichant les positions des forces humaines dans tout le secteur. Le dépôt Hijgemoni 7 est entièrement détruit. Leur flotte de défense locale a été anéantie. Nous avons capturé 3 autres vaisseaux biologiques et leurs équipages. Plus important encore, nous avons mis la main sur leur réseau de communication. Sarah hocha la tête, satisfaite. Ces réseaux étaient la clé de tout.
Pour la première fois en 12 millions d'années, les Hijgemani découvraient ce que signifiait voir leur propre technologie retourner contre eux. Les forces humaines utilisaient du matériel de communication quantique, capturé pour intercepter des transmissions militaires extraterrestres, coordonner des campagnes de désinformation et, plus dévastateur encore, diffuser des messages qui brisaient l'image d'invincibilité soigneusement entretenue par l'hégémonie. « Montrez-moi les rapports de renseignement », ordonna Sarah. L'affichage holographique afficha une carte de l'espace hégémonique, où des dizaines de systèmes stellaires étaient marqués de différentes couleurs. Le rouge indiquait les systèmes sous contrôle hégémonique. Le bleu signalait les systèmes où les forces humaines étaient présentes. Mais le plus intéressant étaient sans doute les marqueurs jaunes qui annonçaient un événement inédit, la rébellion. Le docteur James Okafor apparut sur l'écran de communication, appelant depuis le centre de recherche hégémonique qu'il avait capturé et qu'il utilisait désormais comme base d'opération. Sarah, la campagne de guerre psychologique fonctionne mieux que prévu. 17 espèces clientes ont déclaré leur indépendance de l'hégémonie le mois dernier. Elles se font appeler l'Alliance de libération. Qu'est-ce qui les a fait changer d'avis? Nous. Pendant 12 millions d'années, l'hégémonie a affirmé à ses espèces clientes que toute résistance était impossible, que leur technologie était si avancée que toute rébellion ne pourrait mener qu'à l'anéantissement total. Nous avons prouvé que c'était un mensonge. La vérité se répandait à travers la galaxie plus vite que l'hégémonie ne pouvait l'étouffer. L'humanité avait accompli l'impossible. Elle avait vaincu les forces de l'hégémonie grâce à une technologie inférieure et des tactiques supérieures. Plus important encore, elle avait porté la guerre jusqu'à l'espace de l'hégémonie et l'avait emportée. Sur Katmar, l'ancienne planète de l'hégémonie, un jeune extraterrestre nommé Zixai leva les yeux vers le ciel nocturne, où d'étranges étoiles brillaient d'une lumière surnaturelle. Les autorités de l'hégémonie prétendaient qu'il s'agissait de phénomènes stellaires, mais tous connaissaient la vérité. C'étaient des vaisseaux humains qui combattaient que les forces de l'hégémonie, et les humains étaient nets en train de gagner. « Ces histoires, sont-elles vraies ?» demanda Zixai à son aîné, un vieux Keith dont les écailles parmouillées les portaient entre les stigmates des opérations de pacification de l'hégémonie menées des décennies auparavant. « Quelles histoires, jeune fille? Celles des terriens, celles de l'espèce qui a refusé de se soumettre. » Les branchies de l'aîné frémirent, peut-être d'espoir. « J'ai entendu dire que lorsque l'hégémonie est venue dans leur système et a exigé leur reddition, les humains envoyèrent des vaisseaux de guerre. J'ai entendu dire qu'ils avaient transformé l'espace lui-même en une arme, traquant les vaisseaux biologiques à travers la galaxie comme des prédateurs poursuivant leur proie. Est-ce possible? L'hégémonie peut-elle vraiment être vaincue? Avant que l'ancien ne puisse répondre, le ciel nocturne s'illumina de l'éclair bleu-blanc caractéristique des torpilles quantiques humaines, détruisant un vaisseau de patrouille hégémonique en orbite. L'explosion fut visible sur tout le continent. Un message de feu s'élevait dans le ciel. La résistance était non seulement possible, mais elle était déjà en marche. Des scènes similaires se déroulaient sur des centaines de mondes, à mesure que se répandait la nouvelle des victoires de l'humanité. Des espèces qui s'étaient soumises à l'hégémonie des décennies ou des siècles auparavant se souvenaient de ce que signifiait la liberté. Plus important encore, elles apprenaient que l'hégémonie, supposée invincible, pouvait être vaincue. Le grand arbitre Zéphai se tenait dans la session d'urgence du Conseil de l'hégémonie, sa peau bleue argentée trahissant une profonde inquiétude. Autour de lui, les représentants de 12 civilisations antiques étaient confrontés à une crise qu'aucun d'eux n'avait jamais imaginée. Leur empire était en train de s'effondrer. Depuis le front, il exigea que les écailles du général Vachit soient complètement blanches sous l'effet du stress. « Bonjour, arbiteur. Nous avons perdu le contact avec les secteurs 7 à 12. Les forces humaines ont détruit nos réseaux de communication et éliminent systématiquement nos installations militaires.
Pire encore, 17 espèces clientes ont déclaré leur indépendance et soutiennent activement les opérations humaines. Comment est-ce possible? Ils appartiennent à une seule espèce, originaire d'un seul système stellaire. Oui, monsieur, mais leur mode de combat est différent de tout ce que nous avons rencontré jusqu'ici. Ils ne cherchent pas à contrôler de territoire ni à protéger des lieux précis. Ils attaquent nos lignes de ravitaillement, détruisent nos réseaux de communication et disparaissent avant que nous puissions réagir. Lorsque nous envoyons des navires à leur poursuite, ils tendent des embuscades à nos forces en utilisant des tactiques que nous ne comprenons pas. Ce que l'hégémonie n'avait pas compris, c'est que les humains se préparaient à la guerre asymétrique depuis toujours. Ils savaient comment combattre un ennemi disposant de ressources supérieures, car ils le faisaient entre eux depuis 10 000 ans. Ils avaient net compris que la technologie ne valait rien si on ne pouvait pas l'utiliser efficacement, et ils avaient bâti toute leur doctrine militaire sur l'exploitation de cette faiblesse. Le capitaine Maria Volkov illustra parfaitement ce principe en menant son escadron à l'assaut du bastion Hijgemani à Sigma Draunus. La forteresse extraterrestre était protégée par des boucliers énergétiques capables de dévier toute arme connue et défendue par des vaisseaux biologiques 3 fois plus nombreux que ses forces. En vain, les vaisseaux de Maria n'attaquèrent pas la forteresse de front. Ils ciblèrent plutôt l'exploitation minière des astéroïdes qui approvisionnaient la base en matières premières, le relais de communication qui coordonnait ses défenses et le dépôt de carburant qui alimentait ses vaisseaux. En 6 heures, la forteresse, réputée imprenable, était isolée, aveuglée et affamée. Ici, le capitaine Volkov, commandement de la forteresse d'Hijgemoni. Transmission sur un canal ouvert. Vous avez 1 heure pour vous rendre, avant que nous ne réduisions votre belle forteresse en ferraille. À vous de choisir. La forteresse capitula sans tirer un seul coup de feu. C'était la première fois dans l'histoire de l'Hijgemoni qu'une de ses installations militaires capitulait face à l'ennemi. Le choc psychologique fut dévastateur. Si une forteresse Hijgemoni pouvait se rendre, alors tout était possible. La nouvelle se répandit à travers la galaxie, véhiculée par les mêmes réseaux de communication quantique que l'Hijgemoni utilisait pour coordonner son empire. Désormais, ces réseaux véhiculaient un message différent. L'humanité était en train de triompher. L'ère de la domination hégémonique touchait à sa fin. L'amiral Sarah Chen reçut le rapport final de renseignement, tandis que les forces humaines se préparaient à leur opération, la plus ambitieuse à ce jour. Un assaut direct contre la planète d'origine des Hijgemani. Madame, rapporta le lieutenant Rodriguez, nous recevons des offres de reddition de 47 mondes de l'Hijgemoni. Ils proposent de changer de camp et de rejoindre l'Alliance de Libération. Quant au Conseil de l'Hijgemoni, il est en plein désarroi. La moitié de ses membres souhaite négocier la paix. L'autre moitié veut utiliser des armes capables de détruire des planètes contre la Terre. Sarah sourit froidement. Qu'ils essayent. Nous ne sommes plus sur Terre. C'était vrai. L'Armada Noire avait dépassé sa mission défensive et initiale. Des chantiers navals humains s'étaient désormais implantés dans les systèmes hégémoniques conquis. Nous produisions des vaisseaux alliants. Innovation tactique humaine et technologie extraterrestre. Ces nouveaux vaisseaux étaient plus rapides, plus puissants et plus redoutables que tout ce que l'une ou l'autre espèce avait pu construire seule. Plus important encore, l'humanité n'était plus seule dans le combat. L'Alliance de Libération regroupait désormais plus de 100 espèces, toutes unies par un principe simple, le droit d'exister libre de toute hégémonie. La bataille finale ne prit pas la forme d'un affrontement naval massif, mais celle d'un soulèvement coordonné à travers tout l'empire d'Hijgemoni, un événement bien plus dévastateur. Des espèces clientes, opprimées depuis des millions d'années, se soulevèrent simultanément. Forts de l'appui des armes et des tactiques humaines, les Hijgemani, contraints de combattre des rébellions sur 1 millier de mondes à la fois, furent vaintes et victimes de leur propre faiblesse, faute d'avoir à les gérer. La dernière transmission du haut arbitre Zephaï parvint sur Terre 6 mois plus tard, transporté par un vaisseau humain revenant de l'ancienne capitale des Hijgemoni. Aux humains de la Terre, commençait le message. Le fier chef extraterrestre
s'exprimait désormais depuis ce qui était manifestement une cellule de prison. Vous avez accompli ce que nous croyions impossible. Vous avez prouvé à la galaxie que la liberté est plus forte que la peur, que la détermination peut triompher de toute technologie et que certaines espèces ne se soumettront jamais. La transmission s'acheva sur une simple déclaration qui resterait gravée dans les mémoires de la galaxie pendant des millénaires. Nous capitulons. Apprends-nous à être libres. Sarah Chen lut le message, debout sur la plateforme d'observation du commandement lunaire, contemplant la même vue de la Terre qui avait vu son espèce recevoir l'ultimatum de l'hégémonie il y a plus d'1 an. La planète bleue brillait toujours dans l'espace comme un joyau. Mais elle était désormais la capitale d'un empire d'un genre nouveau, fondé sur la coopération plutôt que sur la conquête, sur la liberté plutôt que sur la peur. Le lieutenant-amiral Rodriguez annonça : « Nous recevons des demandes d'adhésion à l'Alliance de libération de la part de plus de 300 espèces. Toutes souhaitent apprendre les tactiques et la philosophie anti-humaine. » Sarah acquiesça. Le message avait été envoyé et reçu à travers la galaxie. Face à l'exigence de soumission des puissants, certaines espèces se sont agenouillées, d'autres ont fui, d'autres encore se sont cachées. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à commenter pour la suite.